que quelque chose cloche chez ton enfant ou chez toi, tu vois que c'est pas juste de la paresse, ni un manque de volonté, il y a des oublis constants, il y a une difficulté à se concentrer, il y a des tempêtes émotionnelles, une agitation parfois visible, ça tu le vois, hein. On va pas passer à côté, bien que parfois quand c'est héréditaire, on trouve ça normal. Tous les enfants sont comme ça, quoi. Et parfois l'agitation, elle est interne. T'as vraiment une hyperactivité mentale, t'as des idées qui fusent et qui se hyper désordonnées dans la tête et comme on dit, ton cerveau, t'arrives pas à l'éteindre, quoi. C'est une lutte invisible, constante, permanente, mais qui est toujours là, quoi. Et tu te poses la question, est-ce que c'est un TDAH? Mais surtout, comment je fais pour le savoir concrètement? Comment être sûr? Par où je commence? À qui je m'adresse? Combien ça coûte? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est une maladie? C'est quoi au juste? Aujourd'hui, je te parle de ça. Je te décris tout le parcours de diagnostic enfant, puis on parlera du parcours diagnostic adulte, sans jargon, avec honnêteté et avec un seul objectif, que tu sois mieux armé, mieux informé et surtout plus sereine. Donc, déjà, première chose, qu'est-ce qui se passe? Tu as les premiers doutes et les premières observations. C'est super important. Si tu remarques que ton enfant est toujours dans la lune, a du mal à faire ses tâches, à les finir, même à les commencer parfois, et a du mal à se mettre au devoir, il coupe sans arrêt la parole, s'emporte très très vite émotionnellement, souvent puni à l'école pour comportement inapproprié, il a du mal à s'organiser, et tu vois que c'est plus fort que lui, que c'est constant, que c'est tout le temps. Soit à la maison, à l'école, même son coach sportif te le dit. Il est un petit peu dans la lune. Alors avant de sauter aux conclusions, commence par observer et noter ses comportements. Quand, où, dans quelles circonstances, ces éléments vont être très très précieux plus tard, que ce soit en échangeant avec le médecin ou avec d'autres professionnels. Ensuite, la première personne à aller voir, le premier spécialiste à aller voir, c'est le médecin traitant ou le pédiatre. C'est le premier point de contact, c'est le médecin généraliste. Il ne va pas poser le diagnostic, en tout cas pas au début, mais c'est lui qui oriente vers la bonne filière. Et tu as deux options. Soit ton enfant a moins de 6 ans ou de 7 ans, hein, avec un profil atypique, on va te proposer une orientation via la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation. C'est très précieux et c'est un chemin qui va t'épargner plusieurs galères. Et aujourd'hui, dans plusieurs villes en France, il y a, alors oui, je n'ai pas précisé, mais la PCO, c'est en France. Oui, évidemment. Alors, la PCO dans plusieurs villes a été élargie aux enfants de 7 à 12 ans. Donc n'hésite pas, même si ton enfant a entre 7 et 12 ans, de te renseigner et d'aller faire une demande auprès de la PCO. Sinon, si c'est au-delà de 12 ans, le médecin pourra directement t'envoyer vers d'autres professionnels. Il pourra t'écrire une prescription pour aller voir d'autres professionnels. D'accord? La PCO, c'est quoi? C'est un moment où si tu soupçonnes un trouble du neurodéveloppement, tu peux en bénéficier. Tu en fais une demande et c'est accepté ou pas. Ça permet de prendre en charge de manière précoce, tu vois, même vraiment entre 2 et 7 ans, et même de 7 à 12 ans, hein, de prendre en charge le diagnostic, mais aussi les suivis. La PCO va, quand c'est accepté, t'orienter vers orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute et tout. Généralement, ils disent dans les 12 mois. J'ai eu des clientes qui ont été orientées vraiment en moins de 12 mois et il y en a qui peuvent attendre un peu plus longtemps. Ça va dépendre de ta ville et du nombre de demandes qu'ils ont. Et ça va aussi coordonner, c'est comme ça qu'on dit, coordonner, non, coordonner, bref, faire une coordination entre professionnels pour éviter que tu sois seul à tout gérer. Euh, Comment y parvenir? Je te conseille d'aller sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et de taper PCO et le nom de ta ville. Tu vas tomber sur une page, tu auras directement les documents à télécharger, tu remplis ta partie, tu demandes au médecin de remplir sa partie et tu auras une partie à faire remplir par l'enseignante, la maîtresse de ton enfant. Tu vas prendre tout ce dossier et le donner au médecin et c'est lui qui fait la demande. Donc c'est vraiment en collaboration avec ton médecin traitant ou le pédiatre. Il va faire la demande auprès de la PCO et vous attendez sagement la réponse. D'accord? Ensuite, il y a plusieurs professionnels qui peuvent participer au bilan, au diagnostic de l'enfant. Donc là, on parle du TDAH enfant. Sache que c'est très important, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, que le seul professionnel qui peut poser un diagnostic, c'est le médecin. Il faut qu'il ait
qu'il soit passé par l'école, par la médecine, quoi, par la fac de médecine. Et un médecin traitant aussi, donc un médecin généraliste, peut aussi poser un diagnostic, mais il faut qu'il soit spécialisé, qu'il connaisse et qu'il veuille le faire tout simplement. Il y en a qui font ça, mais ils sont un peu plus rares que les autres professionnels qui, euh, qui sont eux pour le coup spécialisés. D'accord. Le professionnel par excellence qui pose les diagnostics, ça va être un pédopsychiatre ou un neuropédiatre qui sont eux spécialisés, qui vont être spécialisés dans le TDAH. Et même quand ils ne sont pas spécialisés dans le TDAH, ben, en tout cas, ils peuvent poser un diagnostic. Et parfois, ils peuvent demander un bilan neuropsychologique. Donc, souvent, c'est libéral, donc ça va être payant. Est-ce qu'il y a une prise en charge ou pas? Ça va dépendre de peut-être un mutuelle à voir. Mais pour faire un bilan complet des fonctions attentionnelles, de la mémoire et tout, c'est un neuropsychologue ou un psychologue spécialisé en neuropsychologie, c'est ça, un neuropsychologue ou un psychologue qui est formé en fait à la passation de ces bilans-là. Alors le bilan, il n'est pas indispensable au diagnostic, mais je pense que pour les enfants, il va affiner la compréhension du profil de l'enfant et ça va forcément apporter des réponses, des éléments qui vont aider soit pour la prise en charge plus tard, soit pour les aménagements qu'il va recommander pour la mise en place de ces derniers en classe. D'accord. Voilà, voilà. Le diagnostic, c'est un diagnostic 100% clinique. Donc le pédopsychiatre, neuropédiatre ou le médecin voilà, spécialisé dans les TND va s'appuyer sur l'observation clinique, va s'appuyer aussi sur des questionnaires qu'il va te demander de remplir. Il va te donner des questionnaires à remplir par les enseignants. Il va demander l'avis, peut-être des proches, etc. Il va voir l'enfant. Et si besoin de bilan complémentaire, il va te les demander aussi. Attention, j'ai oublié de préciser, bon, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, je te le dis ici, que avant de commencer à parler du TDAH, avant de commencer à parler du trouble, avant de commencer à parler de bilan, etc., c'est très 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 important de vérifier si ton enfant entend bien. D'accord. Un petit tour chez l'ORL, ça ne fait pas de mal, parce qu'un enfant qui n'entend pas, t'imagines bien que il aura du mal à te répondre, hein. Il aura des symptômes similaires à l'inattention, alors qu'en vrai, il n'entend pas très bien. Ok. Donc un petit tour chez l'ORL, un petit tour chez l'orthoptiste, chez l'ophtalmo, pour voir si physiologiquement tout va bien. L'enfant voit bien, entend bien, et j'irai jusqu'à vérifier le sommeil. Si ton enfant dort bien, ou il dort pas bien, s'il se réveille la nuit, s'il y a ce qu'on appelle de l'apnée de sommeil, et ben sache que il y a beaucoup d'enfants, d'adultes aussi, qui avaient de l'apnée de sommeil, et l'apnée de sommeil leur générait quasiment les mêmes symptômes que le TDAH. Et quand l'apnée de sommeil est réglée, il n'y avait plus de symptômes. Donc c'est important d'aller vérifier si voilà, physiologiquement tout va bien, etc. avant de commencer à parler de troubles. Voili voilou. Alors, après le diagnostic, qu'est-ce qui se passe? Et on a droit à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Etc. Alors, une fois le diagnostic posé, tu peux, si tu le souhaites, entamer une demande MDPH. D'accord. MDPH, c'est la maison du département de l'handicap. Voilà. Et comment ça se passe? C'est quand tu fais la demande de la MDPH, tu peux avoir une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc ce qu'on appelle AEH. Tu peux avoir une reconnaissance de l'handicap et tu peux mettre un projet personnalisé de scolarisation, qu'on appelle un PPS à l'école. Et un PPS, c'est un document qui va être vraiment officiel où l'école est obligée de le mettre en place. Et la MDPH, c'est vraiment une reconnaissance de l'handicap de l'enfant. Attention, 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 avoir un diagnostic ne donne pas systématiquement une reconnaissance MDPH. Il faut faire la demande, d'accord? Et la demande, le dossier, il est assez conséquent. N'hésite pas à te faire accompagner pour bien le remplir parce qu'il y a beaucoup de délais et s'il est mal rempli, tu peux avoir un refus. Alors évidemment que c'est normal, c'est même répandu qu'il y ait un refus la première fois. Donc si tu as déjà fait une demande MDPH et que tu as eu un refus, n'hésite pas à la refaire, à faire un rapport et à redemander. Et parfois, ça peut être accepté à la deuxième demande.
Donc, ils ont besoin d'une preuve que l'impact du trouble, qu'il y a un impact, on va dire, du trouble sur la vie quotidienne. Donc, tu remplis toute une partie où tu décris le quotidien, comment ça se passe et tout. N'hésite pas à mettre plein de détails. N'hésite pas à ajouter plein de devis, tout ce que tu mets en place. N'hésite pas à mettre tous les suivis que tu as mis en place pour ton enfant, les bilans que tu as fait. Vraiment, essaye de blinder le dossier bien comme il faut, de mettre aussi les factures de tout ce que tu as acheté pour lui, en fait, pour l'aider au quotidien, que ce soit, ça part des fichettes à la couverture lestée, à l'ordinateur, si jamais il a besoin d'ordinateur. Bon, je suis partie un peu loin, mais ouais, c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment de justifier et de prouver que l'enfant a besoin d'aide au quotidien. Donc ça, c'est si tu souhaites mettre en place, faire une demande auprès de la MDPH. Sinon, même si tu n'as pas de MDPH, c'est OK. Tu peux faire une demande en fait au niveau de l'école, de l'enfant, même du collège, pour mettre en place des aménagements scolaires. Donc, tu peux même mettre, tu vois, un PAI, vraiment un plan d'accueil, un projet, pardon, d'accueil individualisé. Aujourd'hui, surtout si l'enfant est sous médication, etc., tu peux mettre ce qu'on appelle un PPRE ou un PAP qui ne nécessite pas forcément d'avoir une reconnaissance MDPH, mais tous les enfants qui ont des difficultés, même avant le diagnostic, hein, vous pouvez mettre en place ces aménagements-là avec l'équipe éducative à l'école de ton enfant. D'accord. Passons à l'adulte. Supposons que là, tu es adulte, ok? Tu vis avec une charge mentale constante, des oublis quotidiens, des sauts d'humeur, une hypersensibilité émotionnelle, j'irais même jusqu'à dérégulation émotionnelle, un sentiment de décalage depuis l'enfance, du mal à t'organiser, du mal à te concentrer, tu commences un projet, tu le finis pas, et même pour commencer des tâches qui sont super importantes, administratives ou à la maison, des trucs du quotidien, des routines, tu as du mal à t'y mettre et tu as cette hyperactivité mentale constante depuis toujours. Et là, tu commences à te renseigner, à voir autour de toi et tu te demandes et si c'était un TDAH que je traîne depuis toujours. Le seul moyen de savoir, c'est exactement la même chose. Aller te faire diagnostiquer chez un professionnel spécialisé. Aller voir un médecin généraliste, d'abord si tu veux, lui il pourra t'orienter, sinon tu peux aller directement voir un psychiatre spécialisé dans le TDAH, sans forcément passer par le médecin traitant. Mais parfois le psychiatre va demander en fait une lettre d'adressage. Je sais que moi quand je me suis fait diagnostiquer, c'était à la Salpêtrière à Paris et on m'a demandé une lettre de mon médecin avec qui j'avais déjà parlé, je lui ai déjà fait part et tout, et elle pensait la même chose que moi, donc elle voyait des signes, mais elle ne pouvait pas me poser un diagnostic parce que elle estimait que je devais être vue par un psychiatre, et franchement, elle a très bien fait parce que là-bas, ils étaient très pertinents, des questions très approfondies et très subtiles. Bien que j'ai essayé de lui dire non, mais en fait, ça va, j'y arrive, etc. Il m'a bien expliqué comment je compensais, comment je surcompensais et comment ça se manifestait quoi, dans mon quotidien. D'accord. Juste attention, tous les psychiatres ne sont pas formés au TDAH adulte, encore moins au TDAH adulte féminin, parce que ça varie. Je vous ferai, Inch'Allah, tout un épisode sur le TDAH féminin, parce que c'est super important. Donc rappelle-toi juste que si tu vas aller voir un psychiatre qui n'est pas formé au TDAH et qu'il t'envoie bouler, bah, n'hésite pas à aller en chercher un qui va, lui, être spécialisé dans le TDAH, qui va vraiment t'écouter, qui va être à l'écoute et qui va te faire le diagnostic tout simplement. Même si le diagnostic il est 100% clinique, c'est basé sur une discussion, sur un échange, sur des questionnaires, sur une analyse du quotidien et sur aussi ce que pensent tes proches et aussi est-ce que tu as les symptômes depuis toujours ou ça vient de débarquer dans ta vie quoi. Donc n'hésite pas à aller en voir un autre. Parfois tu peux appeler plusieurs cabinets hôpitaux avant de trouver le bon. Mais ne lâche rien. C'est vraiment une étape très importante parce qu'il n'y a que comme ça que tu sauras si tu as un TDAH ou pas. Alors le psychiatre, comme je disais, va s'appuyer sur ton histoire de vie depuis l'enfance. Il pourra utiliser des grilles d'évaluation. Je sais que moi, il en avait utilisé une. Il m'a fait un questionnaire avant que je vienne et même quand j'étais chez lui, on s'est vu 2 fois et l'échange était très intéressant et ça m'a vraiment beaucoup soulagée.
Des fois, il peut demander un bilan neuropsychologique complémentaire qui peut lui être utile. Ça va dépendre de ton cas. Il n'est pas obligatoire du tout. Mais parfois, ça peut, surtout s'il y a plusieurs troubles associés et que pour déceler l'un de l'autre et tout, il peut se baser sur ça. Mais franchement, c'est pas du tout obligatoire. Très important à savoir, il faut que les symptômes aient commencé dans l'enfance. Même s'ils ont changé de forme, même s'ils ont changé d'intensité, même si, voilà, quand tu étais petite, tu étais très hyperactive et maintenant tu l'es plus, ça ne veut pas dire que le TDAH a disparu, ça veut dire qu'il a évolué. Toi aussi, tu as mis en place des choses, tu compenses, etc. Ça se voit moins ou ça se voit différemment. Et il faut qu'il y ait une trace des symptômes à l'enfance. Si tes parents sont encore là ou si tu as voilà, des frères et sœurs et tout, à qui tu peux demander leur avis de comment ils te voyaient. Ça peut beaucoup t'aider. Et une fois le diagnostic posé, même en tant qu'adulte, on a droit à la RQTH. La RQTH, c'est quoi? C'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour obtenir des aménagements de poste, des horaires plus flexibles, une protection en cas de discrimination liée à l'handicap. Et ça passe aussi, voilà, tu peux aussi faire une demande auprès de la MDPH si le TDAH a un fort impact sur ton autonomie. Alors, ce n'est pas toujours accepté, hein, si tu arrives à le compenser, voilà, comme chez l'enfant, tu t'en doutes bien. C'est une demande à faire, mais si c'est bien amené, bien justifié et que si tu en as besoin, eh bien, il faut faire cette demande parce que, voilà, dans la vie, quand on a des droits, on va aller les arracher. Il n'y a personne qui va toquer chez nous, dans notre porte, et nous dire: «Ah, bah t'as droit à ça, tiens.» Non, il faut aller les chercher. D'accord? Tu peux aussi bénéficier de prises en charge psychothérapeutiques. Voilà. Il y a aussi des coachings, il y a aussi des accompagnements. Tu peux prendre des formations, te former, lire, t'informer, aller à des cercles, des rencontres. Je sais que moi, quand j'organise des workshops en présentiel et tout, ça fait un bien fou aux mamans ou même aux femmes hein, qui ne sont pas forcément mamans et se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à vivre les mêmes difficultés en fait au quotidien. Et ça, déjà, ça fait un bien fou de se rendre compte qu'on n'est pas seul, quoi. À mettre en place des outils qui vont être concrets, d'adaptation. Commencer ou non un traitement médicamenteux, ça va dépendre de tes besoins. À discuter avec ton médecin, donc qui t'a posé le diagnostic. Alors je sais que seul un psychiatre ou un pédopsychiatre peut te donner l'ordonnance, en tout cas du médicament, la première fois en tout cas. Pour le renouvellement, à voir en fait avec ton médecin traitant si lui il peut renouveler ou pas, mais en tout cas la première ordonnance qui est très sécurisée et que tu dois redemander chaque mois, parce que une ordonnance qui est sécurisée, mais tu as besoin du psychiatre ou pédopsychiatre pour te la donner la première fois. Je sais que le parcours peut sembler long, flou, décourageant. En fait, c'est pas même pas semblé, en fait. Il est long, flou et décourageant. Mais il change des vies, en fait. Et même si le système est ce qu'il est, soyons en fait ensemble, encourageons-nous, demandons de l'aide en fait à nos proches pour nous accompagner, pour nous aider dans ce processus. Parce que vraiment, clairement, il n'est pas du tout adapté à un profil qui a un TDAH, un profil qui oublie, qui a de l'inattention et qui doit faire de l'administratif, remplir des papiers, appeler, prendre rendez-vous, chercher, etc. C'est pas évident, mais je te souhaite un très 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 bon courage pour le faire. Et si tu as besoin, n'hésite pas à te faire accompagner, à contacter des assistantes sociales. Je pense que les assistantes sociales peuvent aider pour remplir le dossier MDPH, faire les demandes et tout. D'en parler à ton médecin parce qu'il peut être vraiment un grand grand pilier. C'est lui qui peut faire la demande PCO, il peut faire la demande avec toi MDPH, etc. Il peut te guider et te soutenir dans cette démarche. À contacter des associations aussi. Je sais que dans ma vie, il y a une association qui va aider dans ce parcours diagnostic. Franchement, sans les associations, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, mais franchement, n'hésite pas à contacter les associations. Et rappelle-toi que le diagnostic, c'est pas une étiquette, c'est vraiment un déclic en fait. C'est un moment où tu arrêtes de croire que tu es trop ou pas assez. C'est le début d'un chemin où tu peux enfin adapter ton monde à toi et pas l'inverse. Ok? Allez, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Et prends soin de toi. Et rappelle-toi que si tu es en plein flou, que ce soit pour toi, pour ton enfant, tu peux récupérer mon guide TDAH où vraiment c'est des fiches très très résumées des symptômes du TDAH et de comment bien communiquer avec ton enfant qui a un TDAH. Il est clair, simple et t'évitera de perdre du temps et de l'énergie
Tu peux le télécharger gratuitement via le lien qui est dans la description. Et si cet épisode t'a aidé, envoie-le à une amie, une sœur, une maman qui a besoin d'entendre ça. Tu pourrais changer son parcours. Et n'hésite pas, encore une fois, si l'épisode t'a plu, de nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée, de t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Salam alaikum.